Vous êtes déjà demandé pourquoi les hommes évitent de se mettre avec les femmes qui gagnent plus qu'eux? Pourquoi? Quand j'ai posé la question à ChatGPT, il m'a sorti toutes les réponses classiques et quelque peu prévisibles auxquelles je m'attendais. Donc que c'était parce que l'ego des hommes était fragile, qu'ils étaient conditionnés de par l'existence des rôles genrés qu'on a depuis des milliers d'années. Et évidemment, il m'a aussi sorti les insécurités psychologiques, la pression sociale et autres faits sociétaux qui conditionnent les hommes justement à ne pas sortir avec des femmes qui gagnent plus qu'elles. Ces réponses ne m'ont pas satisfait. Pourquoi elles ne m'ont pas satisfait? Parce que déjà, les réponses à base de « ils ont été éduqués comme ça, c'est la faute de la société », je les trouve trop simplistes et non représentatifs de la complexité du réel. Et d'autre part, parce que pour former un couple, il y a deux personnes qui rentrent en compte. Il y a certes les hommes, mais il y a aussi les femmes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, j'ai posé la même question, pourquoi les femmes évitent-elles de se mettre avec des hommes qui gagnent moins qu'elles? Simplement. Et immédiatement, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal parce que là où pour les hommes, ChatGPT me sortait des raisons sociétales qui étaient tout à fait valides, donc que je considère comme vraies dans une certaine mesure, pour les femmes, à part 2-3 qui coïncident, donc notamment la pression sociale, les raisons évoquées, les arguments énoncés sont de l'ordre de la préférence personnelle. Et le but ici, c'est pas de cracher sur ChatGPT en lui disant « oui, il a des biais, il est biaisé, endoctriné, machin, machin ». Je le savais en l'utilisant. ChatGPT n'est qu'un outil qui traduit la tendance générale et la pensée générale. C'est pour ça que je l'utilise. Non, ce qui me dérange ici, c'est le sous-entendu qu'il y a derrière ces affirmations. La chose qui est sous-entendue, c'est que puisque les hommes ont leurs préférences et font leurs choix à cause de la société, donc à cause de faits sociétaux construits par l'homme, on peut par définition les déconstruire et on va s'atteler à les déconstruire. Par contre, vu que pour les femmes, c'est de l'ordre de la préférence personnelle, on ne peut pas y toucher, car qui sommes-nous pour vouloir changer le goût de tierces personnes? Et donc, forcément, vous vous en doutez, je trouve cela faux et empreint d'hypocrisie. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais m'atteler, je vais essayer, je vais nourrir une réflexion pour répondre à la question « Pourquoi les hommes ne se mettent pas avec des femmes qui gagnent plus qu'eux ?» Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur des faits sociétaux, économiques, sociaux et aussi psychologiques. Bienvenue chez Lotus Blanc. Donc avant tout, il faut se poser la question de comment on choisit nos partenaires. Parce que c'est quand même la base, c'est quand même l'origine du truc. C'est logique. Un couple se forme quand les deux individus matchent leurs critères respectifs. C'est logique. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai certains critères que je cherche chez une femme et la femme aussi a certains critères de ce qu'elle cherche chez un homme. Et quand il y a une correspondance, on se met en couple. La correspondance peut être sexuelle, émotionnelle, intellectuelle, bref, toutes les sphères de la personnalité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander, ces critères, ils viennent d'où? Je l'ai évoqué un peu en intro, ces critères, ils viennent souvent des rôles traditionnels issus du passé. On a l'image d'un homme pourvoyeur et protecteur qui va amener le capital, qui va permettre de soutenir et protéger sa famille. Pour la femme, on a la femme nourricière qui va entretenir le foyer, s'occuper de l'éducation des gosses. Ce sont les rôles qu'on a depuis Mathusalem et qui, à l'époque, étaient fonctionnels, mais qui ne sont plus fonctionnels aujourd'hui car obsolètes. Ces rôles-là avaient un objectif de survie et ils ont évolué dans un contexte où la famine n'était jamais très loin, où la guerre n'était jamais très loin, où ce n'était pas rare dans une journée normale de voir des étrangers débarquer, fracasser ta porte, tuer tes enfants et véer ta femme. Nique ta mère. Aujourd'hui, vu qu'on n'est plus dans ces impératifs-là, on a besoin d'autres rôles. Donc pour faire simple, on est conditionné à agir selon les vieux rôles et on est aussi conditionné à être attiré par ces vieux rôles. Plus en tant qu'homme, je me collerai à l'image de provider, de fournisseur, de protecteur, de soldat, plus je serai
attirés par le complémentaire de ce modèle, donc à savoir la femme soumise, féminine, qui s'occupe du foyer, fait la cuisine, etc. Et ces modèles étant obsolètes, il faut en construire de nouveaux, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de base pour construire ces nouveaux modèles, d'où la confusion actuelle. Car il faut aussi comprendre que c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité où des hommes ou des femmes de la même extraction que des hommes ont plus de pouvoir qu'eux. Donc, c'est-à-dire à statut social égal, à naissance égale, une femme, si elle a fait les bonnes études, si elle a fait les bons choix, peut avoir plus de pouvoir qu'un homme. Et ça, il y a encore 50, 60 ans, c'était inimaginable. Et donc, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est deux choses. La première, c'est la surface de contact entre hommes et femmes. Avant, les hommes et les femmes ne se côtoyaient quasiment jamais en dehors du mariage. Et même après le mariage, l'homme travaillant plus et en plus d'heures dans la journée qu'aujourd'hui, il n'était pas rare qu'il soit absent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ce qui fait que dans la formation d'un couple, la personnalité des deux n'était pas importante. Ce qui était important, c'était la capacité à subvenir et à rentrer dans les cases, dans le rôle. Donc la femme nourricière et l'homme capitaliste. La survie n'étant plus une prérogative prioritaire, la personnalité revient sur le devant de la scène. Car aujourd'hui, on ne cherche pas un partenaire pour survivre, on cherche un partenaire pour s'améliorer et pour être heureux. De plus, le fait que maintenant on côtoie beaucoup plus les femmes et les hommes depuis un jeune âge, ça augmente nos connaissances et ça crée un certain désenchantement. La femme n'est plus vue comme cette chose parfaite, mère nourricière, mais juste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme, et l'homme n'est plus vu comme ce super-héros, ce soldat, mais est juste vu comme un homme qui participe au brisage, à la déconstruction des anciens modèles. La deuxième chose qui a changé et qui a eu le plus gros impact selon moi, c'est l'émancipation de la femme. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la première fois depuis l'histoire de toute l'humanité où des femmes qui ne sont pas nées nobles, qui ne sont pas nées dans la royauté, peuvent acquérir autant, voire plus de pouvoir que les hommes. Cela aussi bien de manière économique que de manière politique et sociale. Pour faire simple, les femmes sont devenues des citoyennes à part entière, avec les mêmes possibilités, les mêmes pouvoirs que les hommes. Ça fait débat, mais là je parle d'un point de vue systémique et d'un point de vue structurel. Maintenant, d'un point de vue social, il y a encore du travail à faire et c'est là-dessus que portent les différents combats aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Et je précise, je ne vais pas mettre de moralité sur l'émancipation de la femme. Vous pensez que c'est bien, vous pensez que c'est pas bien, je m'en fous. Moi, je vais parler des conséquences factuelles de cette émancipation, donc lâchez-moi avec ça. Une des conséquences, encore une fois, bénéfique ou non selon votre spectre moral, c'est que la femme n'a plus à être dépendante économiquement de son partenaire. Avant, le plus gros problème du modèle passé, c'est qu'une femme, si elle voulait survivre, devait supporter un connard qui avait beaucoup d'argent parce qu'il subsentait à ses besoins et que l'autre alternative, c'était littéralement de crever de faim sur le trottoir. Aujourd'hui, ce temps est révolu et une femme peut tout à fait subvenir à ses besoins seule. Et si elle ne le fait pas, c'est pour des raisons sociales, personnelles, mais en tout cas, ce ne sont pas forcément pour des raisons structurelles en termes de loi ou de droits fondamentaux. Je dis ça dans le sens où, en théorie, officiellement, une femme qui fait les mêmes études qu'un homme et qui a les mêmes diplômes qu'un homme aura, en théorie, le même métier qu'un homme, le même statut social qu'un homme et les mêmes revenus qu'un homme. Ça, encore une fois, d'un point de vue structurel, j'insiste dessus. Si ce n'est pas le cas, c'est pour des raisons sociales. Donc, c'est-à-dire parce que ton prof était un connard sexiste, ou alors parce que la plupart des patrons sont des connards sexistes, mais le sexisme n'étant pas encore illégal, peut-être qu'il devrait l'être, tout ceci n'est pas du ressort de la loi, mais du ressort de l'ingénierie sociale, encore une fois. C'est ce qu'on appelle en France l'égalité des chances. S'il y a égalité des chances, il peut avoir inégalité de résultats, mais là, l'État se dédouane. Une des autres conséquences de cette émancipation, c'est évidemment le choix des partenaires sexuels qui, pour les femmes, augmente grandement, grâce notamment aux moyens de contraception.
Aujourd'hui, une femme peut tester les différents fruits, les différentes options pour choisir la meilleure. Et donc dans ces conditions, il est logique que c'est ce qu'elle fasse, qu'elle choisisse le meilleur mate possible, le meilleur homme possible selon ses métriques, donc qu'elle soit sociale, économique ou sexuelle. Bref, officiellement, la dépendance économique n'étant plus là et la dépendance sexuelle n'étant plus là non plus, les femmes d'aujourd'hui ont plus de choix que l'entièreté des femmes de l'ancien temps, qu'elles soient nobles ou paysannes. Et ça, encore une fois, c'est une première dans l'histoire. Sauf que, comme je le disais au début, les rôles et le conditionnement qui s'ensuit sont toujours là. On a peut-être changé de média, on est passé du vinyle au CD, mais la piste qui joue est toujours la même. Et les rôles qu'on nous a inculqués dès l'enfance et par lesquels nos parents ont été élevés jouent toujours dans notre tête. Je vais parler un peu de comment les femmes ont été conditionnées à choisir leurs hommes et à choisir certains critères. Ça va durer quelques minutes, vous inquiétez pas, vous allez comprendre comment ça impacte aussi les hommes après. Donc la femme, comme on l'a dit, a plus de choix. Et en plus de choix, elle va naturellement chercher le meilleur parti possible. Comme tout être humain qui a deux neurones qui fonctionnent. Le problème, c'est pas qu'elle cherche le meilleur, le problème, c'est les critères sur lesquels elle se base pour identifier le meilleur. Et c'est là que ce que j'appelle le conditionnement des rôles traditionnels intervient. Car avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un système de dot. Je voulais me marier avec une jeune demoiselle de mon village, je devais apporter une dot, donc des chèvres, des vaches ou que sais-je, pour montrer à la famille que j'avais les capacités financières de prendre soin de la femme. Ce qui fait que les femmes de l'époque ont été conditionnées à chercher le meilleur mari possible et à se baser sur son statut de 1 et sa capacité à faire du capital de 2. Donc c'est ce que les masculinistes appellent l'hypergame et contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas inné, ce n'est pas inscrit dans la biologie, c'est quelque chose qui a été construit au cours du temps pour des raisons purement économiques et pécuniaires. Et c'est en partie pour ça que les femmes d'aujourd'hui basent encore leur admiration et leur préférence sur la manière dont les hommes amènent leur capital. Donc, il y a peut-être une part biologique dessus, il y a peut-être du vrai dessus, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas encore conscientisé le fait que les femmes peuvent subvenir à leurs besoins, car c'est relativement récent. Si, en tant que femme, j'ai la capacité à subvenir à mes besoins, la capacité de l'homme à subvenir aussi à mes besoins n'a plus de sens, n'est plus un critère pertinent et valable. C'est pour ça que beaucoup de femmes, justement, qui sont encore dans cette dynamique-là, n'ont pour argument que dire c'est le rôle de l'homme d'entretenir sa femme. Parce que justement, la seule raison, c'est le rôle traditionnel dans lequel on nous a éduqués. Sauf que les hommes, forcément, d'un point de vue masculin, ils ne vont pas accepter ça parce qu'ils voient juste que déjà, sa femme gagne bien sa vie, qu'elle ne dépense rien et qu'elle demande en fait d'être traitée comme une femme au chômage. Ce qui fait que l'homme ne prend en fait que les inconvénients de la relation sans les avantages. Car si, indépendamment du type de femme que je choisis, je suis condamné, entre guillemets, à la traiter comme si elle ne gagnait aucun revenu, pourquoi je m'embêterais à prendre celle qui a un revenu supérieur au mien, qui du coup va peut-être en cas de dispute me dévaloriser, me renier par rapport à ça, me critiquer par rapport à ça, me traiter de sous-homme justement parce que je ne remplis pas le rôle qui a été préétabli dans le passé. Pourquoi je m'infligerais tout ça alors que j'ai la capacité et je peux me permettre simplement de prendre une femme qui gagne réellement moins que moi et du coup, je devrais la traiter de la même façon que l'autre, sauf que là, ce sera légitime et que j'aurai moins de problèmes. C'est pour moi la raison principale qui fait que les hommes ne sortent pas avec des femmes qui gagnent plus qu'elles, simplement parce que ce n'est pas rentable pour eux, c'est prendre un risque pour eux. Il y a aussi la différence de mode de vie qui intervient. Donc si on va dire une femme gagne 10 fois plus que son homme et que les deux veulent fonder une famille,
l'homme devra accepter de se faire entretenir par sa femme. Et certes, il y a une notion d'ego et d'insécurité qui rentre en jeu, mais auquel cas c'est aux individus présents de le régler, ce n'est pas un problème sociétal. Si en tant qu'homme j'ai une insécurité par rapport au salaire de ma femme, c'est à moi en tant qu'homme de régler cette insécurité, pas à la société ou en faisant de l'ingénierie sociale. J'irai voir un thérapeute. Le problème, si l'homme accepte de se faire subvenir par sa femme, c'est que en cas de divorce, de rupture, enfant par enfant, il sera beaucoup plus difficile pour lui de retrouver une femme qui acceptera elle aussi de l'entretenir, sans parler de capacité. Car de par les rôles, donc de par ce que je viens d'écrire au préalable, les femmes sont encore conditionnées à vouloir des hommes qui ont un statut égal ou supérieur et à admirer des hommes qui travaillent mieux, voire plus qu'elles. Ce qui fait que les femmes, par définition, les femmes qui acceptent de prendre en charge leur homme sont de 1 une minorité et de 2 sont souvent déjà prises. Et je précise que je parle dans le cas où l'homme et la femme veulent fonder une famille. Car de manière économique, pour les enfants, le mieux pour les enfants, c'est idéalement d'avoir un des 2 parents qui s'occupe, pas forcément à plein temps, mais qui s'occupe suffisamment d'eux, donc qui a une présence. Donc naturellement, dans la société actuelle, il faut que quelqu'un amène le revenu et que l'autre, on s'occupe des enfants. Par conséquent, il n'y a que quelques possibilités. Soit un des parents sacrifie, entre guillemets, sa carrière, ou en tout cas met sa carrière et son évolution professionnelle en stand-by pour s'occuper des enfants, car ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'être éduqués de la bonne façon. Soit on est dans un couple d'indépendants et auquel cas les 2 indépendants, les 2 entrepreneurs peuvent gérer leur emploi du temps de manière à se faire une sorte d'alternance, de tournante pour qu'il y ait toujours un parent qui s'occupe des enfants quand c'est possible. Sauf que ces couples-là sont rares. Avoir un parent qui se dédie aux enfants dans un couple de salariés, ça demande que l'un des 2 gagne beaucoup plus que l'autre. Et en général, c'est l'homme qui gagne plus que la femme pour l'instant, mais c'est sûrement amené à changer. Et donc, comme on l'a dit, un homme qui gagnerait moins a beaucoup plus de risques. Et en fait, quelque part, un homme est condamné à travailler et à avoir un revenu suffisamment élevé et à travailler pour ça parce que c'est le choix qui lui donne plus d'options. Quand je travaille et que j'ai un revenu suffisant, je peux avoir des femmes qui gagnent plus que moi et je peux aussi avoir des femmes qui gagnent moins que moi. Mais en général, on l'a vu, le meilleur choix quand je suis un homme qui a le choix, qui est dans cette situation, c'est de prendre une femme qui gagne moins que moi car je prends moins de risques, je prends moins de problèmes et de toute façon, je suis condamné à rester à travailler parce que si ce couple-là meurt pour X ou X raison, j'aurai toujours plus de choix pour trouver une femme qui gagne moins que moi qu'une femme qui gagne plus que moi et qui veut bien m'entretenir. Dans le cas où je veux fonder une famille, dans le cas où je veux juste, j'ai d'autres projets, je veux juste m'amuser, voyager ou avoir un couple de 2 personnes qui se focus sur leur carrière sans enfants, évidemment, la dynamique est totalement différente. Là, la problématique que je soulève, c'est vraiment par rapport aux enfants et au fait de fonder une famille. Car, n'en déplaise à certains, fonder une famille, s'occuper d'un foyer, s'occuper des enfants, c'est un travail à plein temps si on veut le faire correctement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec la jeunesse, avec les familles monoparentales, simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, seuls, d'à la fois avoir une éducation correcte pour les enfants, de les surveiller, de leur transmettre des bonnes valeurs et de subvenir à leurs besoins et de mettre des épinards sur la table. Généralement, la plupart des parents qui ont du mal, ils se concentrent sur la survie, donc les épinards sur la table, et advienne que pourra au niveau des valeurs. Donc pour conclure, il y a 2 types d'hommes qui refusent de se mettre avec une femme qui gagne plus qu'eux. Les vieux conservateurs qui ont tellement intériorisé le système précédent et les modèles précédents que pour eux c'est inenvisageable d'avoir une femme qui gagne plus qu'eux parce que ça toucherait leurs valeurs, leur ego et leur insécurité, comme dit ChatGPT. Mais il y a aussi
les hommes qui veulent sincèrement fonder une famille, éduquer bien leurs enfants et qui se sont rendus compte que se faire entretenir par sa femme serait prendre un trop gros risque parce que si le couple s'effondre, eh ben, il se retrouverait dans la merde, sans option, sans possibilité de refonder une famille avec quelqu'un d'autre et il se retrouverait le bec dans l'eau. Et donc, le meilleur choix pour la jante masculine, c'est de travailler, devenir riche et trouver une femme qui serait d'accord pour fonder une famille et pour donner le temps aux enfants. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous trouvez ma réponse plus intéressante qu'un basique oui, on vit dans une société, oui, les hommes ont peur du montée en puissance de la femme, parce qu'ils ont leur ego fragile. Voilà. Si vous trouvez que ma réponse est un peu plus intéressante, dites-le moi en commentaire. Ou si vous trouvez que je dis de la merde, dites-le moi aussi en commentaire. Je rappelle, cette vidéo, c'est une réflexion. Je n'ai pas cité de source. Je ne me base pas sur des études fancy, basées sur mes observations en séance et basées aussi sur ce que je vois dans ma vie en général. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur d'autres sujets et gardez la pêche.